Alors bonsoir à vous qui êtes ici et puis à tous les internautes qui iront voir cette vidéo sur YouTube ou sur mon site Son Écrit. Une question m'a été posée à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que je n'abordais pas la question du chant lyrique et de la voix lyrique d'emblée? Alors je vais en dire un mot. Mon projet, c'est d'essayer de m'approcher de ce qui peut nouer, ou rendre du moins proche, l'insistance du réel qui rapproche la création dans l'expérience artistique et ce qu'il advient de la fin de la psychanalyse. D'une psychanalyse chez quelqu'un qui l'aurait mené à ce qu'on appelle à peu près à son terme. Bon. C'est-à-dire d'une pratique de quelque chose qui ne va pas de soi parce qu'on ne sait pas bien comment définir les choses. Hein. C'est pas une technique. Et j'en veux pour preuve le fait que Jacques Lacan, entre 53 et puis 80 à peu près, 1953 et 80, a décrit une trajectoire. Et cette trajectoire l'a conduit à l'établissement, on pourrait dire, d'un tableau finalement, un tableau qui est le nœud borroméen. Et c'est de là que je pars, pour autant que quand il a progressé dans cette perspective, il a été amené à s'avancer, puis après à laisser tomber, puis après à s'avancer, à laisser tomber quelque chose. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui est en jeu dans une psychanalyse, et c'est ça qui est en jeu dans la création artistique. Pour autant que, comme le dit Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Hein, quand on cherche, c'est autre chose, c'est qu'on est dans une connaissance, je dirais, comme ça, dans la connaissance, voilà, dans la connaissance, on va dire universitaire ou autre, mais enfin dans la connaissance. C'est-à-dire qu'on trouve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le discours est tellement articulé que, eh bien, il y a quelque chose qui apparaît à un moment, qui n'était pas du tout prévu. Hein. C'est comme ça que Lacan, en lecteur, par exemple, de Marx, a trouvé ce que Marx n'a pas pu, lui, énoncer, mais il a énoncé autre chose, à savoir la mer verte, la plus-value, et que Lacan en a fait, à partir de là, ce qu'il va appeler, lui, le plus de jouir, avec ce qu'il peut y avoir d'ambiguïté dans la langue entre le plus et le plus. Hein? Alors, le défi que je propose, parce que ce que je dis là, c'est pas du tout un commentaire sur l'opéra, ni sur la voix de l'opéra, ni sur tel ou tel chanteur d'opéra, c'est donc quelque chose de cette perspective-là. Et en tant que psychanalyste qui se réclame de l'enseignement de Freud transmis par Lacan, eh bien, je fais donc référence à la façon dont Lacan, comme je le disais tout de suite, à la façon dont Lacan a progressé, hein, comme ça, d'une part, et où il aboutit à quoi? Il aboutit à quelque chose qui... Bien sûr, après coup, comme il le dit, c'est un Nachtrag. Hein. Un Nachtrag en allemand, ça veut dire après coup. Après coup, on peut trouver des choses. Mais au moment où ça a lieu, c'est quelque chose qui parcourt, qui ne se manifeste absolument pas, et pourtant qui conduit le discours. Et donc c'est tout à fait... Oui, bien sûr. C'est tout à fait l'importance de cette dimension
qui est quand même très subversive de la jouissance. La jouissance, ça ne se résume pas à ce qu'on appelle habituellement la jouissance, sauf peut-être déjà au sens juridique du terme. Hein. Vous savez que la propriété, c'est pas la jouissance, etc. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une question qui m'a toujours, quelque chose qui m'a toujours questionné, de voir que on fait des études, on acquiert des diplômes, et après on exerce une profession, c'est pas évident du tout qu'on en ait la jouissance. On a la propriété du diplôme, mais avoir la façon dont certains sont, c'est pas dur. Enfin, ça veut dire que la jouissance, c'est autre chose, même si c'est nommé dans le juridique, dans la loi. Puis il y a cette jonction des deux qu'on trouve déjà chez Saint-Augustin, hein, c'est l'usufruit, la dimension de l'outil et du fruit. L'outil, c'est donc l'usure, l'usufruit, hein, l'usage, et puis le fruit, c'est la jouissance. Bon, tout ça pour dire que ce qui m'anime, alors, il y a aussi autre chose, évidemment, notamment depuis le jour où j'ai été pris, écrivez ça comme vous voulez, PRIS, PRIX, comme on veut, hein, parce qu'il y avait un prix, il y a un prix à payer par le cri de Don Juan. Il y a quelque chose, effectivement, qui s'est déchiré, on appelle ça dans nos références lacaniennes la structure du fantasme. C'est un après-coup de mon analyse, c'est sûr. Je n'ai aucune preuve, mais enfin, ça me paraît évident. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, je suis parti dans cette direction du lyrique. Donc, il y a quelque chose là qui m'anime, et c'est ça dont je vais essayer de rendre compte. Mais, je ne veux pas en rendre compte comme ça, n'importe comment, à partir d'un discours universitaire, c'est-à-dire des commentaires, c'est-à-dire des trucs qu'on trouve sur les opéras, etc., tout ça. Bon, je connais assez bien ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être justement le prix à payer pour avancer, c'est bien sûr l'expérience, hein, j'insiste là-dessus, bien sûr. Hein, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, de pathétique. C'est un pas de l'éthique. C'est une éthique particulière. C'est quelque chose qui, évidemment, qui ne va pas de soi, mais c'est quelque chose qui met en jeu. Alors c'est ça le truc. Hein, le truc, c'est effectivement de jouer le jeu, comme on dit. Non, de jouer le jeu. De jouer le jeu de quoi? De jouer le jeu, eh bien, du vivant. Jouer le jeu du vivant. Et jouer le jeu du vivant, ça nous amène à quoi? Ben, ça nous amène à la question du corps. Qu'est-ce que c'est que le corps? Alors, ça va très loin parce qu'on a fait beaucoup de critiques aux psychanalystes de ne pas parler du corps. Hein? Alors, bien sûr, les psychanalystes, ils ne parlent pas du corps tel qu'on peut le connaître, tel que je le connais, tel que Christian le connaît, qui est médecin, le corps qu'on apprend à la faculté. Bon, voilà. C'est pas ce corps-là. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de corps, c'est pas l'organisme vivant. C'est donc autre chose. Et même si ça ne va pas de soi, on va pouvoir un petit peu, là, comme moi je ne fais pas ça, mais on va pouvoir ribauder quelque chose, là, hein, entre l'expérience du corps que j'appelle le corps lyrique. Le corps lyrique est le corps vivant, l'organisme. Pour autant que, par exemple, effectivement, et ça c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les chanteurs d'opéra, c'est le fait qu'à un certain moment, pour le plus grand nombre, à un certain moment, surtout actuellement, c'est une vraie question, en quoi, moi je dirais un peu la technologie est en jeu là-dedans, c'est la question de la survenue des nodules, qui fait qu'ils peuvent se faire opérer une fois, deux fois, et après ils sont conduits à abandonner leur carrière. Or, un chanteur d'opéra, c'est une voix. C'est pas grand-chose d'autre, c'est essentiellement ça, et il suffit de considérer ce qui est arrivé, ce que nous apprend Maria Callas pour se rendre compte que c'est pas simple du tout. Alors, donc, ce
Ce que je veux dire, je reviens, parce que je m'égare un peu là, je reviens sur le fait que la perspective, la trajectoire, comme ça que je vois, comme c'est un petit peu loin, c'est un petit peu que ces deux droites là, qui est le corps, vous voyez, le corps organique et puis le corps lyrique, certains particuliers, un petit peu comme deux droites à l'infini se retrouvent. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée. Et tout ça, ben, ça passe par quoi? Ça passe par l'amour. Alors, ça peut vous paraître comme ça un peu surprenant, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Voilà un peu le truc. Donc c'est venu la dernière fois à la fin du séminaire. Pour autant que, bien sûr, quand on considère l'amour, on considère les affects, mais les affects, c'est un effet de quelque chose. Hein. Alors, bon, je disais la dernière fois que je proposais comme piste, à partir du Babil, de la mer Certissima, comme je l'ai appelée, je rappelle ça, l'adage romain, hein, Mater Certissima, pater semper incertus est. Le père est toujours, il y a toujours un doute, il y a toujours un certain. Du côté de la mer, il n'y a pas de doute. Et évidemment, quand les Romains ont énoncé ça, ils ont tout de suite rajouté, mais alors, parce que le problème, c'est quoi le père? C'est qui le père? Parce que c'est une vraie question, en fait, hein, évidemment. Si on prend la question du désir, et non pas des chromosomes, de la génétique. Alors, ils ont rajouté, pater isquam nomtier demonstrant. Le père est celui que les noces démontrent, celui qui est désigné par la loi. Bon. Mais ça ne règle évidemment pas du tout, puis je vois pourquoi ça réglerait les choses. Il n'y a aucune raison que ça règle les choses. Ça ne règle pas du tout les choses du côté de ce qui a prévalu, de ce qui fait qu'on est là, de ce qui fait qu'on est venu quand on n'a rien demandé, qu'on a dit bon, on est venu. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait dire ceci. Alors, un homme, le père, la mère, bon, ont une relation, on appelle ça sexuelle, et il va en résulter ce qu'on appelle un nouveau-né, que je vais représenter comme ça. Vous allez voir pourquoi. Par un vase. Ben oui. Dans l'autre, il faut qu'il... Tu vas aller me chercher tu vas aller leur demander oui. Un vase dans l'encolure duquel il y a des fleurs. Bon. Vous allez voir pourquoi. Je crois que c'est Lacan qui présente ça comme ça. Bon. Alors, le vase, c'est ce qu'on appelle le corps habituel. Mais c'est pas le corps de... Je laisse complètement de côté, je dirais, le corps organique. Hein. Parce qu'il y a effectivement un corps qui apparaît, on va dire le corps animal, le corps de l'animal parlant que nous sommes, quand nous arrivons. Et c'est un corps de jouissance. Il suffit de voir les palpitations de ce nouveau-né dès qu'il apparaît pour se rendre compte que ce n'est que ça. Et pourtant, dans le même temps, il a déjà été pensé, parlé avant qu'il soit conçu, après qu'il soit conçu, avant qu'il ne naisse. Donc, il y a déjà quelque chose qui est en jeu, et c'est les fameuses fleurs qui sont là, on appelle ça les fleurs du désir. Bon. Alors, je vais vous faire un schéma, mais j'attends qu'il m'amène un truc, là, c'est un truc optique. Alors, bon, c'est un schéma optique, ça veut dire que c'est pas... L'objectif, c'est pas de faire un cours d'optique, hein, c'est pour se représenter les choses, merci, du côté d'une certaine analogie. Hein. Une analogie, c'est pas une démonstration, hein, c'est pour montrer les choses. Bon, alors ça c'est le cortex, ça c'est un plan, c'est ce qu'on appelle un miroir concave. Le miroir concave donne une image qui est devant le miroir, hein, qui n'est pas inversée. Alors, on va partir de là. Donc, ce qu'on a mis là, il y a donc un vase, où il pourrait être au-dessus aussi, c'est pas grave, c'est la même chose. Mais surtout, ça va venir se réfléchir là, et il y a les fleurs là du désir. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? L'important,
Je ne vais pas vous faire détailler, si vous voulez voir vraiment les choses, il faut regarder les séminaires de Patrick Vallas, hein, il décrit bien ça, mais je ne vais pas. Bon, ça veut dire que l'enfant, l'observateur qui est là, pour des raisons que je ne saurais pas vous expliquer, ne peut pas voir le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès à la constitution de ce corps. Il existe, mais on ne peut pas avoir accès. C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que, habituellement, évidemment, ce corps dont je parle, il n'est pas du tout pris en compte. Hein. Et pour y avoir accès, il faut prendre un miroir plan, là. Donc ça, c'est une image réelle, on va appeler ça I de A, hein, du nouveau-né. Et pour y avoir accès, il faut donc que de cette image réelle soit donnée une image virtuelle, I' de A, qui représente la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Et l'observateur, donc l'enfant là, il voit l'image virtuelle, mais c'est une image virtuelle. Hein, ce n'est pas l'image réelle. Or, ça c'est le premier, on pourrait dire que c'est la première approche. Bon, il y a quelque chose qui va arriver, alors là je vais vous détailler les choses chronologiquement, mais tout ça a lieu en même temps, c'est structural. C'est pas quelque chose, il n'y a pas d'abord ça, puis d'abord ça, puis d'abord ça. Ça, Freud, quand il décrit les stades en 1905 dans les trois essais, en fait, bon, il fait comme il peut, hein, à ce moment-là, il décrit les choses. Mais en fait, les choses, elles sont toujours en même temps. Bon. Autrement dit, la constitution de l'image virtuelle, I' de A, est très importante parce que c'est la seule à laquelle nous ayons accès. Et c'est ça qui se passe au moment du stade du miroir. Au moment du stade du miroir, il y a des vidéos là-dessus, il y en avait une pour l'annonce du séminaire, l'enfant va se voir là, sans savoir que c'est ça, il se voit là, et il en éprouve une telle jubilation, c'est ça la constitution, l'importance de la jouissance, de la constitution de ce qu'on appelle ces images-là, qui sont des images du corps. Il en éprouve une telle jubilation, qui, même s'il n'arrive pas à se redresser, il essaie de se dresser pour s'approcher, voire l'embrasser. Hein, et dans la vidéo que vous avez vue, il va voir derrière si c'est bien ça, etc. Et, par exemple, il va s'adresser à sa mère qui va lui dire « Oui, c'est toi ». Bien sûr. Seulement la mère, ce qu'elle dit, elle dit la chose suivante, parce que la mère, elle a apporté quelque chose dans l'image réelle. Donc ça, hein, je vous ai dit que ça, c'était l'image réelle. Autrement dit, il va y avoir d'emblée un malentendu qui est la racine de toutes les difficultés de l'amour, c'est-à-dire que l'enfant se voit là, la mère, parce que la mère, c'est en gros le miroir plan, hein, qui est là, hein. C'est la parole de la mère, hein, c'est le discours de la mère. Hein. Alors la mère, c'est au sens large du terme, hein, c'est pas si spécialement la personne, c'est plutôt une fonction maternelle. Ça peut être quelqu'un d'autre que la mère, il faut bien penser ça, c'est pas arriver à ça. Hein. Bon, elle lui parle, et elle lui dit oui, tu es cela. Mais elle lui dit tu es cela, en fait, même si elle pense le dire là, elle lui dit là. Et lui, il se voit là. Et la tension entre les deux images, c'est ce qu'on appelle le narcissisme. Alors, quelles sont les conséquences de ça? C'est le fait que cette image-là, qu'il a vue, qu'il a formée, vous voyez que c'est le moment où, d'une certaine façon, il constitue son corps. Mais cette image-là, elle vient rétroagir en permanence sur celle-là, sans qu'il le sache. Et au niveau de cette image-là, c'est ce qu'on appelle les semblables. Toutes les personnes qui auront de l'intérêt, notamment un intérêt par exemple amoureux ou aimé, ils vont être en lieu et place de cette image. Autrement dit, on n'a jamais rapport à l'autre. On a toujours rapport avec une image où l'autre a été placé par nous.
Et donc, ça explique, là je reprends ce que dit Lacan le 1er novembre 1974 à Rome, dans la 3e, ça explique le fait que nous avons effectivement une très grande dépendance. Il pose la question, mais pourquoi on est si inféodé à notre image? C'est parce que c'est indispensable. Mais c'est un leurre. C'est un leurre où vont venir à cette place ce qu'on appelle des semblables, c'est-à-dire ceux qui ont de la valeur pour nous. Et par exemple, quand l'enfant est fasciné par cette image-là, on pourrait dire qu'il en tombe amoureux. Donc quand on tombe amoureux, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la personne dont on tombe amoureux, en fait. Pourtant, ça peut avoir. Mais vous voyez que d'emblée, il y a quelque chose, là, on tombe. Et puis de la même façon, ceux qui viennent là et qu'on ne supporte pas, eh bien, on va les vomir. Pourquoi? Parce qu'on tient tellement à cette image-là qu'à la fois, il est important que les autres, les semblables, viennent à cette place-là, mais on a une peur très grande qu'ils prennent cette image. Alors voilà dans quoi on est pris là-dedans. On a tellement peur qu'ils prennent cette image que, eh bien, on tombe amoureux, ou bien, tomber amoureux, c'est pas non plus l'amour, hein. On tombe amoureux, ou bien on déteste, enfin on hait les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe habituellement? Ça, on pourrait dire ça, c'est la vision c'est la vision quotidienne du semblable, de l'amour habituel, pour ça qu'on appelle ça l'amour narcissique, hein. Bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer, notamment dans une psychanalyse? C'est que, bien sûr, on est en psychanalyse parce qu'il y a quelque chose qui pose problème par là, évidemment, hein, bien sûr. Chez tout le monde, d'ailleurs, c'est vrai. Et on peut changer de partenaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne change rien, c'est pas pour autant que ça change, là. Pas du tout. Vous voyez, l'importance du fait qu'il y a une relation quand même entre les deux, c'est de travailler cette question de l'image réelle, c'est-à-dire du corps dont on n'a absolument aucune idée, mais qui est bien présent. Donc, la racine des choses, c'est d'avancer dans cette perspective-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui a été constitué tout à fait au début, là, déjà avant qu'on soit conçu, après la conception, avant la naissance, parce qu'on en parle, celui-là, il va devenir je sais pas quoi, moi, il va devenir architecte, il va devenir, je sais pas quoi, conducteur de train, enfin, il va devenir je sais pas quoi, enfin maintenant c'est plus, je sais pas, n'importe quoi, enfin il va y avoir comme ça des idéaux, hein, des idéaux, ça s'appelle l'idéal du moi, hein, alors que là c'est ce qu'on appelle dans la référence, c'est le moi idéal, ça c'est l'idéal du moi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signifiants qui font tenir cette image. Alors on parle d'image, mais attention, c'est pas, effectivement, c'est quelque chose. Pourquoi on parle d'image? Oui, pourquoi on parle d'image? Lorsque je prends la constitution de cette image réelle, c'est en gros ce que Dolto appelle l'image inconsciente du corps, ça. C'est pas tout, on ne sait pas trop, parce que Dolto, elle n'a pas tellement pu formaliser les choses, elle le regrettait beaucoup, alors que Lacan a progressé selon une logique où on pouvait arriver à le suivre, hein, ou pas. Mais Dolto, c'est plutôt en elle que les choses se passaient, donc c'est plus compliqué. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi peut-être plus facilement des dérives, enfin j'en sais rien, c'est pas le problème. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que cette question même de l'image, hein, ce que Dolto appelle l'image inconsciente du corps, vous vous rendez compte que c'est très important, parce que c'est à partir de là qu'il va y avoir tout ce qui va se passer après, hein, et notamment cette dimension du corps aimé, et du corps qui fait qu'effectivement on aime aussi son corps, parce que c'est ça le truc. Si le corps est vivant, s'il y a beaucoup de vie dans notre corps, c'est parce que d'une certaine façon on s'aime. On s'aime évidemment, c'est-à-dire que ça veut dire que là, il y a un certain nombre de signifiants qui sont apparus durant le travail analytique pour que quelque chose se remanie autrement. Alors, je vais vous faire remarquer, puisque je vais parler de la Trinité la dernière fois, la chose suivante, c'est que là vous avez
ce à quoi Lacan aboutit dans le neuroborroméen, c'est-à-dire l'homme trinitaire, puisque vous avez l'imaginaire qui est représenté par le miroir, vous avez les signifiants, donc le symbolique, hein, qui constitue le désir de l'autre, là, et puis vous avez là le corps, le réel du corps, qui est donc la jouissance, qui va être travaillé, qui va être parasité par les signifiants qui viennent de la mère ou du père, enfin des parents, hein, du discours des parents, et c'est ces signifiants-là qui vont découper, comme on dit, découper ce corps en rondelles. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans le corps de la médecine, on est autre chose. Là. Découper ce corps en rondelles, et c'est important qu'il y ait une doublure, quelque chose qui vienne là, c'est ce que présentifie le vase là, quelque chose qui vienne faire tenir, qu'on appelle l'imaginaire, qui a cette consistance, qui vient faire tenir ces bouts de réel que constitue le corps. La preuve, c'est que quand quelqu'un est mort, eh bien, cette dimension de l'imaginaire du corps, tel que j'en parle, ça disparaît. Et ce qui peut en résulter, c'est après, bon, évidemment, il n'y a plus de symbolique, hein, puisqu'on est mort. Hein, je parle pour le mort. Hein. Donc le corps se défait, et puis le corps, le réel du corps va être réduit à je sais pas quoi, des flaques ou des trucs, on a quelque chose qui reste, quoi, pas grand-chose. Hein. Donc et tout ça, ça tient quand même en compte d'un certain nombre de choses. Bon, et donc c'est autre chose que les définitions habituelles qu'on peut connaître, déjà psychologiques, mais surtout médicales des choses. Bon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, l'enfant, a acquis le corps. Le corps, on ne l'est pas, on l'a. On l'est peut-être quand on va chez un médecin. Parce que quand on est malade, peut-être que c'est autre chose. Mais on a acquis le corps. On a un corps. On n'est pas un corps. Et c'est la différence aussi entre les neurosciences et la psychanalyse. Les neurosciences serait du côté de on est, EST, un corps. Hein, parce qu'ils expliquent tout. Hein, si vous avez je ne sais pas quoi dans les intestins, vous allez voir ça. Bon. Alors que la psychanalyse, c'est pas du tout comme ça, puisqu'on a un corps. Et ce corps, il vient du fait que la mère, dans le Babil, et après et avant, etc., la mère et d'autres personnes, ont parlé l'enfant. C'est lié à la parole. L'imaginaire, là, le symbolique et le réel, c'est un effet de la parole. Et la constitution de ce corps, vous voyez, c'est ce qui est en jeu dans la mise en place de l'amour, en fait. Bon. On pourrait dire que ce que je disais la dernière fois, c'est que l'amour, c'est, si on voulait en parler, évidemment, sur le plan de la structure, comme ici, et non pas au niveau des affects, c'est la constitution de ce ternaire, hein, réel, symbolique, imaginaire. Hein, nous sommes des êtres trinitaires. Voilà. Donc, voilà. Donc, évidemment, ce que j'essaie de dire là, eh ben c'est assez subversif, parce que de toute façon, mis à part Lacan, personne n'a dit ça. C'est actuel, c'est assez recouvert, de plus en plus maintenant. Et c'est donc ça qui, moi, c'est la base de départ que je vais prendre. Alors après, Lacan va développer toute la question de ce qu'on appelle l'objet petit a. Bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, hein, mais c'est ça qui fait qu'on s'aime toujours à travers l'autre sur un mode narcissique, plus ou moins élaboré, parce qu'il n'est pas question de détruire le narcissisme. Ça va rester tout le temps. La seule chose, c'est que ça ne va plus être tout à fait pareil, parce que là, c'est plus tout à fait pareil. Il y a quelque chose qui va s'articuler autrement, notamment par le biais d'une psychanalyse. Hein. Enfin, il faut penser. C'est-à-dire que, notamment, on va être moins enclin, parce que, par exemple, l'histoire du miroir, c'est quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable là, eh bien, c'est comme si le miroir, il changeait de place et vous ne voyez plus très bien votre image là. Hein. Donc il peut y avoir des effets de dépersonnalisation ou quelque chose qui est de cet ordre-là. Hein. Donc c'est ça en jeu dans ce qu'on appelle habituellement l'amour. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est autre. Alors là, vous pouvez trouver dans cette articulation-là, vous pouvez trouver cette
je crois que c'est ça, dans cette... par exemple, on peut retrouver ce que dit saint Augustin là, de la jalousie, ce qu'il lui-même a découvert à partir d'un autre enfant. Hein. C'est-à-dire que ce qui est ici décrit, c'est que c'est à l'origine de la jalousie, cette affaire-là. Hein. C'est-à-dire qu'il découvre en quelque sorte qu'il n'a plus de place à ce moment-là. C'est-à-dire que l'autre vient à sa place, et à la place qu'il est pour la mère, notamment. Hein. Donc c'est un peu ça le point de départ. Bon. Alors évidemment, tout ça c'est pas dans la logique habituelle. Hein. Et ce que j'essaie de vous dire là, je ne peux pas en dire plus parce que c'est une façon de parler, c'est tel que j'en ai parlé. Alors après, Lacan va développer ça, mais je ne suis pas là pour développer le schéma L, tout ça, le graphe du désir, enfin, toutes ces choses-là. Mais en fait, l'important, là, on pourrait dire l'important, ce qui est important pour nous, c'est que au moment où apparaît l'image virtuelle, là, l'image du corps virtuel, ou plus exactement, l'image virtuelle apparaît du fait que la jouissance, c'est ça, le plaisir extraordinaire, quelque chose de fantastique, la jouissance est rencontrée par cet enfant devant quelque chose qu'il trouve. Il y a tous les éléments, il ne découvre rien du tout, hein. Il trouve, c'est-à-dire qu'il y a tout est là, et à un moment, et ça correspond à un certain moment, en gros entre 6 mois et puis 18 mois à peu près, hein. Il y a un moment où l'enfant est pris là-dedans, et après, à un moment, tout s'arrête et c'est terminé. On ne se souvient même plus tellement que chacun d'entre nous qu'on est passé par là. C'est fini. Or, pourquoi c'est important? Et Lacan insiste là-dessus. Ça veut dire que quand ça s'est mis en place, tout ça, eh bien, quasiment tout est pris. Tout est fait. C'est-à-dire que la position du sujet est déjà définie, le fantasme est déjà en place, etc. Et tout ce qui va venir après va être la suite de ça. Autrement dit, vous voyez, c'est subversif, pourquoi? Parce que d'une certaine façon, la société ou l'organisation a défini les choses un peu autrement, hein, à savoir qu'il y a des moments, il y a la néonatalité, après il y a la prime enfance, après il y a la puberté, après il y a l'adolescence, après tout ça. En fait, vous voyez que tout ça, ça n'a pas tellement de valeur. À partir du moment où il y a ça, tout est là. Donc chacun se débrouille à sa façon avec cette affaire-là. Et mais tout ça, c'est lié, j'insiste, ça vient du fait que nous sommes des êtres parlants. L'animal n'a pas de... Ça, c'est le spéculaire. L'animal n'a pas de spécularité. Quand il se voit dans un miroir, hein, eh ben, s'il se reconnaît, souvent, en général, il se sauve. Ou éventuellement, les chats, ils griffent un coup le miroir, mais ils se sauvent. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Et pourquoi il y a cette dimension de spécularité, d'interaction entre les deux? C'est lié au langage. C'est parce que nous sommes des animaux parlants. Alors, ça permet aussi de revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Je vais leur dire. Parce que c'est bien beau tout ça. Hein. Évidemment, là, je ne prends évidemment qu'une partie des choses. Hein. La dernière fois, j'ai repris le prologue de Jean, là, au commencement était le verbe, in principio erat verbum en latin. Hein. Eh bien, vous voyez l'importance du verbe, de la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas ça. Et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas chez les sourds, parce que chez les sourds, ça marche pareil. Hein. Hein, c'est pas du tout. Alors, la parole, c'est pas sortir des mots, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne peut pas parler, il est quand même parlant. Hein, le fait qu'il n'arrive pas à parler, il est parlant. C'est ça qui est important. Hein. Bon. Alors, pourquoi, on pourrait dire, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il faut passer par là? Je ne sais pas si c'est un parce que, mais il y a quelque chose quand même qui est important là, c'est-à-dire
le fait que, hein, cette histoire des fleurs, là. Alors les fleurs, ça va donner ce corps là qu'on appelle que, avec Freud on appelle ça les corps pulsionnels, avec les 4 objets. Hein. Le sein, qui est évidemment pas du tout le sein au sens anatomique du terme, hein. Avec les stades anal, etc. Après il y a le regard, et puis Lacan rajoute un peu. Freud c'est pas évident, ce qu'on appelle la pulsion invocante, c'est-à-dire la voix. Hein. Bon. Donc c'est ce corps-là, c'est le corps pulsionnel là. Alors je ne vais pas trop parler là-dessus parce que ça va nous emmener un peu trop loin, mais c'est important. Et on pourrait dire que, alors je vais revenir un peu sur cette histoire-là parce que c'est pas pris en compte, surtout de plus en plus actuellement. Et donc vous voyez, je reviens là-dessus. Vous voyez ça, hein, c'est très important, mais c'est aussi ce qui fait que si c'est pas remis en cause, travaillé, restructuré, etc., c'est infernal, là. Hein. C'est infernal ce qui se passe là. Hein. Bon, alors, ça vient dans le fait, dans les suites que, au commencement était le verbe. C'est-à-dire que, lorsque le nouveau-né apparaît, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce corps de jouissance, vous savez que, enfin peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a eu beaucoup d'examens avant, donc on sait le sexe, on sait un certain nombre de choses, bon. Mais avant, tout le monde était suspendu à quoi? Ben, au cri. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le cri? Alors, il y a la réponse, toujours pareil, physiologique, anatomique, les poumons, tout ça, les machins, bon. Je laisse ça de côté parce que c'est pas ça que j'essaie de soutenir, hein. On pourrait dire qu'au moment où je pense que c'est pas dans l'utérus, est-ce qu'il entend quelque chose, est-ce qu'il n'entend pas quelque chose, on pense que c'est pas le problème. De toute façon, il n'y a pas besoin qu'il entende au sens audiologique du terme. Parce qu'entendre, c'est pas audiologique, c'est autre chose. C'est quand même plus compliqué que ça, hein. C'est être tendu vers quelque chose. Bon. Eh bien, quand il arrive là-dedans, dans ce monde immonde, de plus en plus maintenant, enfin, tout ce qu'on veut, hein, eh bien, il faut qu'il rentre dans quelque chose qu'il a à apprendre. En 2 mots, apprendre, pas apprendre. Il n'apprend rien du tout, hein. Il a à le prendre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un prix. C'est-à-dire, c'est le langage. Et Lacan, à la fin de son enseignement, il va dire que ce qu'il a à apprendre, il va créer un néologisme. Il va dire c'est la langue, en un seul mot. Hein? Et du coup, il va devenir un être parlant, qu'il appelle un par-l'être. C'est peut-être les deux. Enfin, Lacan a fait à peu près, ça a été répertorié, 890 néologismes. Bon, c'est peut-être les 2 qui restent. Bon, enfin, du moins, pour nous, hein. Bon. Un néologisme, c'est important parce que c'est l'apparition de quelque chose qui essaie de traduire quelque chose qui est impossible à dire. C'est pour ça qu'on fait un néologisme. Bon. Eh bien, au moment donc où apparaît cette question-là, où apparaît le fait qu'il arrive, hein, il y en a qui ont fait la détresse, hein. C'est un drôle de truc, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se coltine pour vivre, hein, l'enfant. Et on pourrait dire que s'il n'était pas soutenu par ce que j'ai appelé les signifiants du désir de l'autre, des parents, s'il n'y a pas ça, c'est pas pris en compte comme ça en médecine, mais il faut pas demander à la médecine de le prendre en compte, elle n'est pas faite pour ça, hein. Ben, ça pourrait peut-être expliquer les détresses des nouveaux-nés, des nourrissons, je ne sais plus comment on appelle ça, hein, je crois que c'est comme ça, qui peuvent conduire à la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ce qui fait que ça tient, que quelque chose se met en place, par rapport à ce truc infernal qu'il va devoir accepter. Hein, parce qu'il faut qu'il accepte quelque chose qui l'envahit complètement, et on pourrait dire que c'est ce que je voulais, là où je voulais en venir, que le cri, c'est une réponse à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fou. Alors, j'en suis d'autant plus, je dirais, peut-être pas convaincu, mais enfin, parce que convaincu, il y a le mot vaincu dedans, hein. Ben pourquoi pas, hein.
con ou pas con, comme on dit, hein, que moi, c'est un cri qui m'a arraché à quelque chose. Hein. Bon. Mais il y a quelque chose de... Et puis alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais que je voulais dire, mais c'est bien que ça revienne maintenant. C'est pour ça que c'est important de parler ça en note comme ça. C'est que quand on ose se lancer dans ce truc dingue qui est de trouver la voix lyrique qu'on a mais qu'on ne sait pas qu'on a. Ça conduit au fait que on va découvrir. Ça c'est enseigné, hein, ça c'est enseigné en général dans les écoles de chant lyrique. Hein. Mais moi j'ai un peu une autre idée de ça. Que tout ce qui s'est passé depuis ce moment du cri, parce que le cri c'est exactement, on n'en sait rien, puisque finalement j'exagère un peu, je me lâche un peu, mais c'est ce qui se passe au moment où vous sortez l'aigu, le contrut, le contrefa de la Reine de la Nuit. C'est donc les voix aiguës qui surtout. Or, c'est les voix aiguës qui font des nodules. Autrement dit, essentiellement, hein, autrement dit, on peut se poser la question, dans le fait que arrivent des nodules, du fait que quelque chose là ferait effraction, et évidemment, comme beaucoup de choses, ça va entraîner une lésion anatomique, c'est pas le problème, hein, bien sûr, c'est pas le problème. Bon, c'est une chose, mais je fuis là, je pars, j'essaie de parler. Quand on commence, c'est pas comme dans la psychanalyse, dites ce qui vient, hein, mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là. Il s'agit d'aller en direction, on pourrait dire un peu par là, en direction de ce que l'on a laissé tomber, ou de ce qui nous a laissé tomber pour advenir comme personne civilisée. C'est-à-dire que, vous voyez, Lacan va même jusqu'à dire que ça se passe au plus tard à 6-7 mois. Tout ça. Ça veut dire qu'après, tout ce qu'on apprend, c'est de la connaissance. Ça, c'est un savoir, c'est pas une connaissance. Vous savez, connaissance, ça vient de la Bible, ce truc-là. Hein. C'est ceux qui ont des rapports sexuels, hein, la connaissance. Hein. Bon. C'est-à-dire, c'est ceux qui font le coït avec les données habituelles, ce qu'on fait quand on fait des études habituellement. Bon. Alors, il y a quelque chose là qui est que, alors d'une part, ça ne va pas de soi de retrouver ce fonctionnement-là, parce que il faut que les cordes vocales se mettent à fonctionner comme elles devaient sans doute fonctionner, on n'en sait rien, mais c'est comme elles devaient sans doute fonctionner quand on était encore l'animal. Quand on était pris dans la jouissance là, hein, et quand on chante, on se rend compte que la respiration, tout ça, c'est très très animal. Il faut mettre de la pression, bien sûr, dans le ventre, mais aussi il faut chanter avec le nez. Enfin, c'est tout un barda, hein, tout un truc. Il faut arriver à tout changer dedans, hein, le fonctionnement. Donc, ça veut dire que le corps. Alors, on a besoin, bien sûr, du corps en tant qu'organisme vivant. On ne peut pas faire autrement. Hein. Il n'est pas question de. On a besoin de ça. Hein. Mais quand on dit qu'il faut fabriquer un instrument, hein, parce que c'est un peu comme ça que c'est présenté, en sachant que la voix, c'est finalement, comme on le dit, la réunion de tous les instruments de musique. La voix, c'est la totalité, c'est ce qui est dit. Pourquoi pas, hein. Pour ça que c'est pas facile. Autant vous écoutez quelqu'un comme ça assez facilement qui joue du piano dans un immeuble, dans une gare, etc. Mais alors, un chanteur d'opéra, il ne va pas se mettre à chanter comme ça, parce que de toute façon, ça risque de poser des problèmes. Hein. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je me suis vite tué. Hein. Parce qu'on m'a dit, ça suffit, hein, attention, hein. Vous n'êtes pas là pour ça. Hein. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose d'insupportable. Quand j'ai commencé à chanter, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que mes petits-enfants,
mes petits-enfants, dès que je chantais, ils se mettaient comme ça. Je me disais, mais pourquoi ils se mettent comme ça? Bon. Alors c'est vrai que je n'ai pas la voix de Pavarotti, parce que je suis ténor dramatique, donc j'ai une voix qui est assez noire, rouge, comme ça, très forte. Hein. Bon, mais alors, je reviens là-dessus. Aller en direction de cette, on appelle ça une symbolisation primordiale. Là. Ça s'appelle une symbolisation primordiale, parce que c'est ça, il faut revenir là. Il faut revenir dans cette trinité-là, dans cette trinité, qui n'est pas la Sainte Trinité, mais qui est une trinité. Hein. Bon. Alors moi je pense que, peut-être, j'en sais rien, ça me vient comme ça en vous parlant, peut-être que si on fait un nodule, il n'est pas impossible qu'il y ait un truc là-dedans, qu'il y ait un retour, comme on dit, dans le réel de quelque chose. Là, c'est pas impossible, je sais pas. Parce que c'est pas n'importe qui fait un nodule. Domingo, ça fait 55 ans qu'il chante, il a jamais eu de nodule. Ce que je veux dire, c'est pas non plus... hein, c'est quelque chose... Mais c'est une grande question, hein. Un nodule, ou du moins quelque chose qui fait que... Bon. Et... voilà. Bon. Alors, donc, il y a quelque chose. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui fait que, dans le fait de parler, le fait de chanter, du coup j'en dis un mot là, il y a quelque chose du fait que ce que Lacan énonce comme ça, je crois c'est en 1971, une interview à France Culture, je crois. Il dit quelque chose comme ça, il dit que la psychanalyse, il doit être compensatoire. Compensatoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas changer le monde, premièrement. Hein. Et il dit, ce qui peut permettre, c'est de trouver, c'est pas de chercher. Hein. Bien sûr, quand on en analyse, on cherche. Il faut chercher aussi, c'est pas le problème. Hein. Mais trouver, ça veut dire que tout est là. Mais il faut arriver à mettre en place les éléments. Tout d'un coup, quelque chose qui apparaît évident. Bon. Trouver. Le plus, c'est ça la plus-value, le plus de jouissance qu'il faut pour que l'histoire continue. Et alors ça va m'amener à finir, on pourra reparler de ça après si vous voulez. Bon, je sais pas, c'est un peu d'actualité là actuellement. Hein. Il y a, alors ça fait combien de temps? Il y a 50 ans, Lacan écrit ce qu'il appelle les 4 discours. Discours du maître, discours universitaire, discours des hystériques, discours hystérique, et puis discours de l'anaïste. Et il dit, alors je vais pas on les prendra peut-être un jour, hein, et il dit, c'est un peu après mai 68 tout ça, hein. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié, mais enfin bon, ça survient un peu comme ça. Il dit, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il ne le dit pas comme ça, mais je le parodie évidemment, quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est le discours capitaliste. Qu'est-ce que c'est que le discours capitaliste? Ce n'est pas une histoire uniquement d'économie, je parle du discours capitaliste sur le plan de ce qui peut se passer entre comme il dit, l'être humain. L'être humain, il décrit l'être humain. Hein, l'être humain, puisque ça c'est un être humain, là, dont je vous ai parlé. Vous voyez, comme on peut jouer avec les mots. Hein. Bon. Eh bien, il y a quelque chose qui fait que, je crois qu'on en voit un peu les conséquences de plus en plus, parce que je ne vois pas bien comment ça peut changer vraiment. Il y a quelque chose qui fait que, eh bien, un peu tout ça, c'est malmené, hein, beaucoup, d'une part. Hein, et tout se passe un peu comme si maintenant il y avait en fait le discours analytique, d'une certaine manière, qui est le seul que le discours capitaliste ne peut pas piéger. Ce qui fait qu'en général, le discours capitaliste, il vomit le discours analytique. Pourquoi? Parce que dans le discours analytique, on récupère quelque chose, cette fameuse plus-value. Et le capitaliste, on ne récupère rien du tout, la plus-value, elle va pas du tout aux travailleurs. Hein. Mais je ne prends pas ça sur un plan économique, je parle de l'être parlant. Hein. Ce qui fait que,
quand je parle, quand je chante, quand je parle, quand vous parlez, etc., il y a quelque chose qui peut fonctionner là et qui renvoie à ce moment-là, même si ce n'est pas tout à fait comparable, qui renvoie au fait qu'il y a quelque chose qui jouit. Qui jouit. Hein, comme il dit « je pense », il interprète le cogito cartésien, en 1974 notamment, à Rome, là, le 1er novembre, et il dit à Descartes je pense, donc se jouit. Quelque chose qui se jouit dans le corps dès que l'on parle. Bon. Et c'est sans doute quelque chose, actuellement, mais ça dépasse évidemment la France, même l'Europe, c'est quelque chose qui est en place. La technologie, sans doute, il joue un rôle, mais pas, je ne sais pas, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas, hein, on ne sait pas bien les choses. Hein. Il y a quelque chose qui de plus en plus se met en place et qui ne prend plus en compte ce qu'on appelle le lien social. C'est-à-dire le fait qu'on soit pris dans quelque chose, c'est compliqué, ben, je vais pas en parler aujourd'hui, je pense que j'en ai assez dit, hein, dans le fait qu'on soit articulé à l'autre d'une certaine façon. Hein, bon. Ce qui fait qu'on voit bien que tout le monde est paumé, hein, et c'est pour ça qu'on a des iPhones. Hein. On est paumé en permanence, on les regarde, mais c'est pas une critique, c'est simplement que c'est comme ça. Hein. On se demande comment on faisait avant. Hein. Bon. Mais il y a quelque chose, effectivement, dans l'évolution, c'est pas du pessimisme que je vous dis, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis 10-20 ans. Et Lacan a annoncé ça il y a 50 ans. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui.